Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on commence la deuxième séance, après la première séance dans laquelle on a présenté le système universitaire, on a parlé, c'est-à-dire sur la méthodologie du travail, en même temps on a présenté le programme du cours. Je rappelle toujours que ce cours est destiné aux étudiants du S1, groupe B et groupe D, et aussi il est destiné aux étudiants de la licence professionnelle économie de la concurrence S5. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu sur notre cours, sur les étapes de notre cours. Surtout on va entamer le premier axe sur la méthodologie universitaire, et on a dit que cet axe il est fondamental, il est important pour les étudiants parce qu'il va les accompagner, durant tout leur cursus universitaire, c'est-à-dire S1, S2 jusqu'à S6 master, parce qu'il va donner aux étudiants tous les outils, les techniques de la méthodologie universitaire, du travail, comment faire une recherche, comment choisir un sujet, comment chercher une problématique, etc. Donc c'est un axe fondamental. Donc le premier point de cet axe de la méthodologie universitaire, c'est quelles sont les qualités intrinsèques d'un chercheur. Avant de parler de la recherche, on doit parler du chercheur, de la personne, de la qualité du personne, de l'étudiant. Donc comment cet étudiant ou ce chercheur, il va travailler une recherche. Donc on a besoin d'une personnalité d'un chercheur. Les personnes d'un chercheur, ils doivent se caractériser avec deux qualités, des qualités personnelles et des qualités scientifiques. Donc les qualités personnelles, il y a plusieurs qualités, c'est la curiosité, la patience, la minution, la communication, etc. Donc, parce que les étudiants ou les chercheurs, ils n'ont pas les mêmes comportements, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas les mêmes compétences. Et ça, tout ça, c'est en rapport avec la personnalité, avec la qualité d'un étudiant, d'un chercheur. Donc, quand on parle de la curiosité, donc on a besoin d'un étudiant curieux, d'un étudiant qui pose des questions, qui écoute, qui travaille, un étudiant organisé. C'est ça ce qu'on a besoin. Parce qu'un étudiant curieux est là, il va suivre son travail, il va perfectionner son travail, et ça c'est très important. Donc on a besoin de cette qualité chez l'étudiant, c'est la curiosité. S'il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de travail scientifique. Une deuxième qualité personnelle, c'est la patience. On a besoin d'étudiants patients, qui écoutent, qui suivent, qui posent des questions. On n'a pas besoin des étudiants qui se précipitent. Par exemple, dans la première séance, dès qu'on commence la première séance, les étudiants, ils viennent, monsieur, comment il sera l'examen, quelles sont les questions, ça c'est très, c'est loin encore. Donc il faut d'abord apprendre pour comprendre. Il faut d'abord suivre, pour comprendre. Donc il faut la patience. La science, parmi les caractéristiques, c'est-à-dire des scientifiques, c'est la patience. La troisième qualité, c'est la minution. Il faut être minutieux. Il faut être très minutieux. Minutieux dans votre vie personnelle. Chez toi, dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre cartable, etc. Il faut la minution. Et ça, c'est parmi les qualités c'est-à-dire d'un chercheur. La communication. C'est très important, la communication. Il faut communiquer avec votre entourage,
avec les étudiants, avec les professeurs, avec l'administration. Il faut toujours communicatif. Et la communication manque chez beaucoup des étudiants. Parfois, je vous donne un exemple. Parfois, un étudiant, il passe tout le semestre, toute l'année, sans faire des collègues, ou c'est-à-dire des étudiants collègues, pour faire un travail collectif. Parfois, je demande aux étudiants de préparer un travail ou une recherche collective. Et il y a des étudiants qui viennent chez moi, ils me demandent, monsieur, moi je ne connais personne, est-ce que je peux faire un travail individuel? Et ça c'est inacceptable. Maintenant, les recherches, ils se font, les recherches, soit des recherches scientifiques, soit des mémoires, de licence, des masters, des doctorats, des recherches, ils se font dans des groupes, soit dans des équipes, ou là dans des groupes de recherche, ou là dans des laboratoires, etc. Et vous savez que parmi les universités les plus avancées dans le monde, les premières universités, elles font des travaux de recherche. L'université de Shanghai, l'université c'est-à-dire dans les États-Unis, ils font des travaux de groupe. Et c'est pour ça qu'ils sont bien avancés. Maintenant, c'est fini le travail individuel. Et pour faire un travail de groupe, il faut communiquer. Il faut avoir la curiosité pour poser des questions. Il faut avoir la munition. Donc, ces qualités personnelles sont fondamentales pour avancer et pour apprendre la recherche. S'il n'y a pas de qualités, on ne peut pas avancer dans la recherche scientifique. Il y a aussi des qualités scientifiques. On a parlé des qualités personnelles d'un chercheur ou d'un étudiant, et maintenant on parle des qualités scientifiques. Parmi ces qualités, c'est l'organisation. Il faut être organisé. L'organisation, elle a un rapport avec la munition aussi. Il faut être organisé dans votre vie personnelle. Quelqu'un qui est organisé, il sera réussi dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie scientifique, etc. Donc, il faut être organisé au niveau de votre vie. Il faut avoir un calendrier, il faut avoir un programme, il faut avoir un emploi, un emploi c'est-à-dire il faut être organisé, il faut avoir le temps de manger, le temps de faire du sport, le temps de réviser vos cours, le temps de dormir, il faut être organisé dans votre vie personnelle. Et cette organisation, il influence directement et automatiquement sur votre vie personnelle et sur votre vie scientifique. Et vous allez, si vous êtes organisé, vous allez voir le résultat. Il y a aussi la méthodologie. Et c'est ça le pilier ou le fond de notre cours, c'est la méthodologie. La méthodologie scientifique. La méthodologie, elle est demandée dans plusieurs sortes de vie, mais dans le domaine scientifique, elle est plus demandée. La méthodologie, c'est-à-dire il faut avoir d'abord ses qualités personnelles et ses qualités scientifiques pour avoir une méthodologie forte, bien fondée. Et la méthodologie, c'est-à-dire il faut être organisé dans votre bureau, dans votre bibliothèque. Il faut classer les livres, classer les revues, classer les documents. Comme ça, si vous allez, c'est-à-dire travailler sur un thème ou sur un sujet, c'est facile de trouver les documents. C'est comme une bibliothèque universitaire, ou une bibliothèque c'est-à-dire nationale, une bibliothèque d'un quartier. S'il n'est pas organisé, s'il n'a pas organisé les documents, au niveau de chaque thème, au niveau de chaque sujet, au niveau de chaque auteur, au niveau de chaque domaine, avec des codes, avec des rayons, on va passer une semaine, on ne peut pas trouver un livre ou là un document. S'il n'est pas organisé avec des thèmes ou là des codes, ça, c'est comme ça l'organisation et la méthodologie. Il faut être méthodologie. Il faut être méthodologie. Et je donne toujours des exemples à mes étudiants, à mes étudiantes.
que la méthodologie et l'organisation, il est fondamental dans la recherche. Un étudiant qui est bien organisé, il peut par exemple préparer une recherche ou un mémoire dans un temps limité. Il ne peut pas passer, c'est-à-dire des mois à préparer une recherche. Pourquoi? Parce que il est organisé. S'il est bien organisé et méthodologique, il va faire par exemple dans une recherche une semaine au lieu de faire un mois. Donc il va aller directement à l'objectif de la recherche, il va gagner du temps. Et si un étudiant qui n'est pas bien organisé, n'est pas méthodologique, il va passer peut-être 1 ou 2 mois, il va gaspiller plus de temps, plus d'énergie, plus d'efforts pour préparer la même recherche que celui qui est organisé. Dans la même chose pour l'examen. L'examen, il y a des étudiants bien sûr qui assistent, qui prennent des notes, qui posent des questions, etc., qui suivent, qui font des recherches, mais aussi sont méthodologiques et bien organisés. Et bien organisés. Donc, pour l'examen, il prépare l'examen dans une semaine, ou 15 jours, ou 3 semaines, et après, il va avoir une bonne note. Parce que pourquoi? Il est bien organisé, il est méthodologique. Si un étudiant mal organisé, il n'a pas une méthode, il va passer, il va passer 3 mois ou 2 mois à préparer l'examen, et après il va avoir, même pas 10 ou une mauvaise note. Donc, l'organisation et la méthodologie dans la vie d'un étudiant ou d'un chercheur, sont fondamentaux. Sont fondamentaux pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie, pour gagner de l'effort et pour conserver les informations. Donc, si un chercheur il a 6 qualités, c'est-à-dire 6 qualités personnelles et qualités scientifiques, il va réussir sa vie scientifique et professionnelle. Bien sûr, les qualités personnelles et scientifiques, c'est-à-dire c'est-à-dire tous les étudiants ne vont pas avoir les mêmes qualités. Ça, c'est en rapport, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est en rapport, bien sûr, avec l'historique de l'étudiant, en rapport avec son éducation, sa famille, son niveau de vie, son niveau social, etc., etc. Ça joue, sa formation c'est-à-dire dans les écoles privées ou dans les écoles publiques, ce sont des antécédents. On ne peut pas en rapport aussi avec les caractéristiques intellectuelles, avec l'intelligence, surtout l'intelligence émotionnelle, qui joue un rôle très important dans la vie scientifique et professionnelle d'un étudiant. Ça, on ne peut pas maîtriser ça. Chaque étudiant, il a son milieu, c'est-à-dire son milieu familial, son milieu environnemental, etc., qui se différencie d'un étudiant à un autre. Donc ça, on ne peut pas. Mais on peut améliorer, l'étudiant, il peut améliorer, c'est-à-dire ses caractéristiques. Nous, ce qu'on cherche, on ne cherche pas un étudiant spécial, on cherche un étudiant normal. C'est un étudiant normal, il arrive à travailler, à appliquer ses qualités personnelles, scientifiques, correctement. Il cherche une note de 10-11, c'est très important, parce qu'il a eu sa note avec ses propres moyens. Il n'a pas copié, il n'a pas triché, il n'a pas fait de compilation, etc. C'est très bien. S'il a eu 10 ou 11 avec ses propres moyens, avec ses propres capacités, c'est très très bien. Donc, dans le domaine de recherche et le domaine scientifique, le premier défi qui rencontre l'étudiant, c'est le choix du sujet. Et le choix du sujet, il est fondamental. Le choix du sujet, par exemple, le problème du choix, il suit l'étudiant durant tout son cursus universitaire, licence, master, doctorat, etc. Le choix dans le domaine, le choix, c'est un terme très large.
hein, le choix il est toujours difficile. C'est-à-dire le choix dans le, je sais pas, dans la vie en général, le choix au niveau du travail, le choix au niveau c'est-à-dire je choisis une ville par rapport à une autre, le choix dans le mariage, le choix c'est-à-dire dans plusieurs domaines, c'est un peu difficile parce que je dois faire la différence entre les éléments pour choisir un bon élément. Et ça, il faut avoir de l'expérience, il faut consulter les gens, etc., etc. Le choix, c'est un peu difficile. Mais dans le domaine scientifique, c'est plus difficile. Hein? Par exemple, c'est-à-dire dans l'examen, hein, l'examen de S1, par exemple, je vous pose 2 questions, là, 3 questions, veuillez choisir un seul sujet. Allez, il ne faut pas traiter les 3, mais il faut choisir un seul sujet. Donc, pour choisir un seul sujet, il faut avoir des outils, il faut avoir des moyens, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des techniques pour choisir. Pourquoi? Parce que le choix, il est en rapport avec le temps et avec un diplôme. Par exemple, dans l'examen, on vous donne 1 heure, 1 heure et demie pour traiter un sujet. Donc, il faut dans 10 ou 15 minutes, il faut choisir un sujet, il faut poser un petit plan de travail, de rédaction, et il faut continuer. Et si vous avez mal choisi, vous allez perdre du temps. Je vous donne des exemples concrets, auprès des étudiants. Parfois, l'étudiant, il choisit le premier sujet, il commence la rédaction dans l'examen. Et après, dans 20 minutes, les 25 minutes, il dit, j'ai mal choisi. Il tourne à droite, peut-être là, à gauche, et il voit que son collègue, il a choisi, par exemple, lui, il a travaillé sur le premier, il voit que son collègue a travaillé sur le deuxième sujet, donc il change le sujet. Et là, il va perdre du temps. Hein, il va perdre, parce qu'il a mal démarré, il a mal choisi. Donc, il va perdre du temps. Et ça, c'est pas bien. Donc, il faut faire un très bon choix dès le début. Dès le début. Hein? Par exemple, le choix par exemple, dans la préparation c'est-à-dire d'un projet de fin d'études. Hein? Projet de fin PFE. L'étudiant, il vient, il choisit le thème, il commence, je sais pas, 3 semaines, 1 mois et demi, après il revient chez moi, il me dit, monsieur, j'ai mal choisi le thème, j'ai pas trouvé d'informations, c'est un thème compliqué, c'est un thème, etc., etc. Après, il change. Donc là, il va perdre du temps. Hein? Il va perdre du temps. Le choix, par exemple, d'un mémoire de master, ou d'un mémoire de doctorat, etc. Donc, c'est-à-dire ces recherches sont en rapport avec le temps et avec le diplôme. Le PFE, c'est en rapport avec le temps et avec les diplômes. Le master avec le temps, avec les diplômes. Le doctorat avec le temps, avec les diplômes. Et la plupart des doctorants, c'est-à-dire ils démarrent mal, choisissent mal le thème de recherche, et après il revient dans 1 an, 2 ans et demi, si on doit choisir et là, il a déjà perdu le temps. Donc, l'examen, c'est en rapport avec le temps. 1 heure, 1 heure et demie, il ne faut pas perdre du temps. Le mémoire de licence, c'est en rapport avec le temps. Il ne faut pas dépasser 3 mois. Mémoire de master, peut-être il ne faut pas dépasser 6 mois. Mémoire de doctorat, il ne faut pas dépasser 3 ans. Bon, on donne 3 dérogations. Donc, le choix, il est en rapport avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un diplôme et avec le temps. Et chaque niveau, il faut avoir un diplôme. Donc, la recherche scientifique au niveau de l'université, c'est basé sur le choix. C'est pour cela je vais vous donner quelques critères de choix, hein, quelques critères de choix, les critères objectifs et les critères subjectifs pour faire c'est-à-dire un très bon choix. Comment faire la délimitation provisoire du sujet et la délimitation définitive du sujet, et comment faire l'agrément et le dépôt du sujet. Donc le choix du sujet, le choix du sujet de la recherche, c'est un choix, si vous voulez, réfléchi,
délibéré, précis, délicat et important. Et réfléchir, il faut réfléchir. Hein, avant de choisir un sujet de recherche, hein, avant de choisir un sujet de recherche ou là, un thème d'examen, il faut réfléchir. Il faut d'abord dire, est-ce que je dois choisir le premier sujet ou là, le deuxième, le troisième, etc. Et il faut d'abord réfléchir. Et pour choisir un thème de recherche, il faut réfléchir et délibérer, c'est-à-dire contacter. Contactez d'abord votre encadrant pédagogique ou l'encadrant professionnel, parce que parfois on a deux encadrants, surtout dans les licences professionnelles, on a l'encadrant pédagogique et l'encadrant professionnel, pour vous donner des conseils, pour vous donner des bonnes pistes, hein, des bonnes pistes pour travailler. Et il faut aussi contacter les ressources d'information extérieures. Hein. Par exemple, quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, sur un mémoire de licence, là, de master, là, de doctorat, il faut contacter les ressources d'information extérieures. Par exemple, je travaille sur le secteur bancaire. Hein, je travaille sur le secteur bancaire, je dois contacter c'est-à-dire les banques, les agences des banques, le siège régional, les directeurs du siège régional, les directeurs des agences, les banquiers, pour poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que je peux travailler, par exemple, est-ce que c'est très important, par exemple, de travailler sur les banques, par exemple, traditionnelles, les banques participatives? Est-ce que je dois faire une comparaison entre les deux? Eux sont dans le domaine. Ils vont bien vous guider sur les bonnes pistes, sur les bons chemins. Plus l'expérience méthodologique et technique de votre encadrant pédagogique, là, ils vont vous mettre sur des bons rails pour choisir Donc, les ressources d'information extérieure sont très importantes dans le domaine de la recherche. Il faut les consulter. Et on a plusieurs ressources, soit les professionnels, soit les spécialistes, soit les associations professionnelles, soit les bases de données externes, soit les organismes, etc., etc. On a plusieurs sources d'informations extérieures, il ne faut pas les négliger. Ils sont très importants dans le domaine de la recherche, c'est eux qui vont vous guider. Hein? Et c'est pour cela, qu'on prépare une formation, par exemple, la licence professionnelle ou un master, nous sommes obligés d'intégrer les gens professionnels parce qu'ils donnent quand même une importance, soit de la force dans la recherche, ils sont dans le domaine. Ce sont des experts, c'est-à-dire des coachs, ils sont très, très, très importants. Donc, ce choix doit être réfléchi, délibéré, précis. Hein? Il faut être précis. Par exemple, je travaille sur un thème de recherche, je dois commencer du général et je passe au particulier. Je ne commence pas par le particulier, je commence par le général. Je choisis des thèmes généraux, je choisis des axes généraux et après je commence à préciser. Hein? Comme ça, c'est-à-dire je fais une méthode du général au particulier. Et donc, c'est un choix aussi délicat et important. Donc, il faut faire un très bon démarrage. Si vous avez fait un très bon choix, soit dans le thème de l'examen, dans le titre de l'examen, ou du mémoire, etc., si vous avez fait un très bon choix, là, vous allez faire un très bon démarrage et vous allez gagner presque 30% du temps du travail. Hein? Imaginez que vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez fait un travail de recherche dans 1 an, là 2 ans, après vous reprenez 2.0. Et là, vous allez gaspiller beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, et la recherche, c'est tout ça. C'est le temps, c'est les moyens, c'est l'énergie, c'est la logistique, etc., etc. C'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Donc, il faut savoir choisir. Donc, il faut aussi travailler sur l'intérêt du sujet. Je dois travailler sur l'intérêt du sujet. Si je veux choisir un sujet, je dois travailler sur l'intérêt du sujet. Pourquoi ce sujet? Pourquoi j'ai choisi ce sujet?
Est-ce que je l'ai choisi parce que il m'intéresse? J'ai déjà fait des recherches antécédentes. Je veux approfondir ma recherche dans ce domaine. Est-ce que j'ai choisi ce sujet parce que, je sais pas, j'ai quelqu'un de ma famille, mon père, quelqu'un de ma famille qui travaille dans ce domaine, sont dans le domaine des crédits, dans le domaine bancaire, dans le domaine, je sais pas, du management, etc. Est-ce que j'ai quelqu'un qui travaille dans ce domaine? Donc, il va m'aider. Et vous savez l'importance du sujet, il faut avoir de l'information. L'information, c'est fondamental. L'information, c'est fondamental. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, s'il n'a pas de sable, il n'a pas des cailloux, il n'a pas de ciment, il ne peut pas construire la maison. C'est comme ça l'information. Il faut avoir des informations abondantes. Si vous n'avez pas des informations, vous pouvez pas travailler. Vous pouvez pas travailler. C'est très difficile. Donc, il faut avoir des informations. Peut-être vous avez choisi ce sujet parce que vous voulez résoudre un problème. Je sais pas. Vous savez, dans chaque domaine, on travaille sur un sujet pour résoudre un problème. Et les grands chercheurs dans le monde, comme vous savez, ils choisissent du sujet par souci. C'est ça la recherche. Il faut avoir la souci de chercher, de travailler. C'est pas je cherche un sujet pour avoir une note ou là pour avoir pour travailler ou là pour le grade. Non, il faut avoir un souci. Par exemple, les grands chercheurs, ils ont des soucis dans plusieurs domaines. Par exemple, plusieurs domaines médicaux, il y a des chercheurs et des médecins qui travaillent pour trouver des remèdes et des médicaments pour des maladies. Ebola, je sais pas, maintenant Covid-19, etc., pour sauver l'humanité. Par exemple, dans le domaine par exemple de la sociologie, les sociologues ils travaillent sur des phénomènes sociaux qui attaquent la société ou qui attaquent les individus. Par exemple, je sais pas, l'agressivité, la mélancolie, je sais pas, plusieurs maladies, le suicide, etc. Donc, ils travaillent sur des phénomènes pour résoudre des problèmes sociaux. Des psychologues aussi. Les économistes aussi, ils travaillent sur des soucis. Ils ont des soucis pour résoudre des problèmes. Par exemple, la crise économique mondiale qui a frappé le monde depuis 2007 jusqu'à nos jours. Et cette crise, elle est aggravée, elle est amplifiée par la crise sanitaire du Covid-19. Donc, ils sont en train de chercher des solutions pour soulager l'économie mondiale, par exemple, pour diminuer le chômage, pour diminuer l'inflation, pour diminuer etc., des phénomènes économiques. Et ça, c'est très important. Donc, on choisit c'est-à-dire le sujet, ou l'intérêt du sujet, c'est en rapport avec notre personnalité, scientifique et personnelle. Avec notre personnalité scientifique et personnelle. Pourquoi on a choisi ce sujet? Donc, il faut toujours choisir un sujet pour des raisons diverses. Il ne faut pas choisir un sujet c'est un sujet facile, c'est un sujet pour avoir une bonne note. Non, ça c'est rien à voir. Vous serez toujours superficiel dans votre recherche, dans votre problématique, dans vos hypothèses, etc. Et il faut chercher la profondeur du sujet, c'est ça. Il faut avoir des intérêts dans le sujet. Donc, il faut aussi chercher la disponibilité de moyens d'investigation et de recherche. La disponibilité du sujet. Est-ce que ce sujet n'est pas traité par quelqu'un? Par exemple, je vous donne des exemples, des étudiants, soit dans le PFE ou dans le master ou le doctorat, ils répètent les mêmes sujets. Et vous savez, un sujet, il faut travailler un sujet sur 3 critères. 3 critères, espace, temps et objectivité. Il faut chercher un sujet qui est disponible, c'est-à-dire qui n'est pas traité par quelqu'un d'autre ou
s'il est traité, il faut changer les critères espace-temps, disponibilité. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, je travaille par exemple sur les crédits. Je travaille sur les crédits, quelqu'un qui a travaillé sur les crédits par exemple au niveau de Tanger, je peux moi travailler sur la région, Tanger-Titouan, ou là sur le Hossima, ou là sur le Maroc national, hein, historique, au niveau du temps, l'historique. Donc si quelqu'un a travaillé sur les crédits avant la crise mondiale, moi je peux travailler après la crise mondiale. Comme ça, il y aura une sorte de différence. L'objectivité, si l'autre a travaillé sur les crédits à court terme, moi je peux travailler sur les crédits à long terme, ou là les crédits au moyen terme. Donc je peux changer ces modalités ou là, ces critères pour avoir une sorte d'authenticité dans mon sujet. Donc je ne vais pas répéter. Et on trouve des étudiants, ils répètent les mêmes sujets. Et ça, si vous voulez, c'est pas de la recherche, c'est de la compilation. Hein? C'est de la compilation, et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, celui qui fait ça, c'est pas un bon chercheur. C'est pas un chercheur qui va aller loin. Donc, je dois chercher la disponibilité et les moyens d'investigation, de recherche. Aussi, c'est en rapport avec les moyens. Je ne vais pas chercher un sujet qui est compliqué, hein? Un sujet qui est compliqué, qui n'a pas les références sont rares, etc. Donc, je dois travailler sur la démarche prospective, hein? Découvrir un sujet et vérifier la disponibilité du sujet. C'est ça la démarche prospective, hein? La démarche prospective, il est très important dans la recherche scientifique et surtout auprès des étudiants, les étudiants, surtout les étudiants qui ont une phase transitoire entre le lycée. Ils ont passé des phases élèves-lycée à la phase étudiant-université. Donc, ils doivent apprendre les outils et les démarches et travailler sur des modèles de recherche pour appliquer cette recherche. Donc, la disponibilité c'est-à-dire d'un sujet est fondamentale pour avoir votre authenticité, pour avoir votre identité dans ce sujet et pour donner quelque chose et pour produire quelque chose de nouveau. Donc la logistique et les moyens du sujet sont très importants. Moi, je ne vais pas travailler, par exemple, sur un sujet qui est compliqué, je sais pas, sur l'immigration clandestine ou là sur c'est-à-dire le marché en noir, etc. Ça demande des moyens, ça demande des efforts. Ou là, je ne vais pas travailler sur une recherche à grande échelle, hein? À grande échelle sur les statistiques ou là sur les recensements. Ça, ce sont l'État, les organismes qui font ça parce qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent, etc. Donc, je vais m'arrêter parce que, vu la contrainte du temps, on ne doit pas dépasser une demi-heure. Donc, aujourd'hui, on a parlé du sujet. Donc, la prochaine séance, hein, on va parler, si vous voulez, sur la recherche et le dépouillement de la documentation. Donc le sujet, il est là. C'est comme c'est-à-dire un maçon qui veut construire une maison. Il doit choisir le terrain, c'est comme le sujet. Et là, on va travailler sur comment on doit chercher la documentation et le dépouillement de cette documentation, c'est-à-dire le maçon, il doit chercher les matériaux, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, le sable, le ciment, les cailloux, etc., pour construire. Donc on doit chercher les bons matériaux, les bons cailloux pour construire une maison. Et c'est ça pour la documentation, on va chercher où on doit chercher la documentation, comment on va la chercher, comment on va faire le dépouillement, etc. Donc ça sera le cours de notre prochaine séance. Et merci.